c'est comme tous les éléments. C'est la dose qui fait le poison. On est dans un monde avec des richesses naturelles. On est dans un monde avec des richesses géologiques naturelles. Ces richesses géologiques naturelles engendrent des sols. Ces sols vont être le support de la végétation, le support des cultures. Et dès que l'homme invente l'agriculture et qu'il moissonne, il enlève un certain nombre d'éléments minéraux à la terre sans le savoir. Parce que les plantes, pour pousser, les cultures, pour pousser, ont besoin de nutriments qu'elles pompent par leurs racines au sol. À un moment donné, ce sol ne fournit plus de nutriments. Parce que si vous moissonnez, vous ne rendez pas à la terre ce qu'elle a donné. Donc il faut à un moment apporter des vitamines à la terre. C'est le phosphore, c'est le phosphate, c'est l'azote. Il y a des terres naturellement riches en phosphate qui n'ont pas besoin de cet apport. Mais la plupart des terres en ont besoin. Donc, c'est ça l'innovation. L'innovation, c'est comme un avion. C'est progressivement qu'on arrive à avoir des avions qui ne tombent pas au bout de 5 heures de vol. Et là, le phosphore et le phosphate, c'est pareil. On tâte et on voit ce qui est bon pour un sol, bon pour une culture, et on doit changer l'apport de phosphate en fonction du type de sol qu'on va utiliser. Sinon, ça peut devenir nocif pour le sol. Ou alors, ça peut être très fructueux pour le sol, très fertile. C'est un peu comme la langue d'Ésope. Ça peut être la meilleure et la pire des choses. On est dans un système complexe avec le sol. Il y a tellement d'enjeux de biodiversité. Vous savez que Darwin a commencé, sa première publication, c'est sur les vers de terre. Et son dernier livre, c'est sur les vers de terre. Il s'intéressait au sol, il était fasciné par le sol. Donc, pour rendre le phosphate plus durable, il faut observer comment ce phosphate va entrer dans un cycle avec les autres nutriments et avec la biodiversité. Il est à la base d'une étude scientifique précise, ce qui n'est pas fait jusqu'à présent, parce qu'on voulait des rendements. Donc si vous voulez avoir des rendements et le rendre durable, il faut en comprendre les mécanismes scientifiques. C'est-à-dire il faut descendre à l'échelle de l'atome pour comprendre comment ça agit avec d'autres atomes, comment ça agit avec le vivant. Et à partir de là, on trouvera un moyen de le rendre durable. Non. Comme il n'y a pas de pic pétrole, il n'y a pas de pic phosphaté, et on n'aura pas... Si, on peut dire qu'il y a eu un moment donné où on a, jusque dans les années 60, utilisé les combustibles fossiles, et puis qu'après, on a eu une diminution, mais on a eu en même temps des découvertes un peu partout, de nouvelles sources d'énergie. Donc non, il y a des réserves considérables, et d'ici là, on aura fait de tels progrès sur les plantes elles-mêmes, on aura fait des progrès dans la connaissance des mécanismes eux-mêmes qu'on pourra les rentabiliser. Prenez les pesticides, c'était 500 kilos de pesticides qu'on mettait dans un sol par hectare. On met quelques grammes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas plus violent, mais on arrive à rapprocher progressivement. Et l'opinion est importante. Je dis bien l'opinion, je ne dis pas
les pseudo-scientifiques qui répètent et qui annonnent ce que les scientifiques disent en le transformant de façon à en faire un discours politique. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de l'écologie scientifique, pas de l'écologie politique. Et donc, oui, on va comprendre l'écologie scientifique, mais on ne l'a pas encore totalement saisie. Donc, on va y arriver. Il nous faut du temps, et pour avoir ce temps, il faut donner des moyens aux scientifiques. Il faut que les scientifiques eux-mêmes comprennent que l'interdisciplinarité est très importante et qu'ils ne peuvent pas résoudre par eux-mêmes un problème qui est trop complexe. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors bon, les chiffres disponibles varient. Moi, mes chiffres sont un peu différents. C'est des chiffres que je vois sur le terrain, que j'ai vus en Afrique, que j'ai vus au Brésil, que j'ai vus en Australie, dans les zones tropicales. Avec un hectare de terre pas très riche, mais de terre suffisamment fertile et un peu d'eau pour arroser suffisamment, on nourrit facilement une famille de 5 enfants, à une condition, c'est de savoir tirer parti de cette terre. Les oasis sont en ce sens un excellent exemple. On a différentes strates d'œufs. On a les palmiers, on a les fruitiers, on a les fèves, l'orge, etc. On a plusieurs strates. Et on se sert des branches de palmier, de la chèvre pour mélanger, faire un engrais. On met quelques acacias pour fixer l'azote du sol en symbiose avec les bactéries. 1 hectare dans une oasis, donc des sols qui ne sont pas des sols d'une fertilité européenne, on va dire, on nourrit 1 hectare. Si vous prenez une monoculture d'oliviers, pour nourrir 1 hectare, et vu le prix de l'huile d'olive, vous ne nourrissez pas une famille de 5 enfants. Il en faut 3 à 4 fois plus. Ce qui veut dire qu'une monoculture, ce n'est pas l'avenir. Les polycultures, les cultures accompagnées, raisonnées, c'est ce qu'il faut faire. Donc ça, des gens en ont tiré des partis, ont appelé ça, ont donné des noms savants. Les ancêtres des Bédouins savaient faire ça. Ce n'est pas la peine de s'approprier des nouvelles technologies ou de nouveaux mots qui plaisent aux politiques. On a là un exemple comme quoi ça peut marcher. On a en naissance pure, c'est-à-dire les naissances moins ceux qui meurent et tout, on a 200 000 bouches à nourrir par jour de plus. 200 000 bouches à nourrir chaque jour. Donc c'est vrai que le nombre d'hectares diminue. Donc il va falloir augmenter les terres arables. Et là, on n'y arrive pas, parce qu'il nous reste 600 millions de terres arables. Comment faire ? Il faut inventer des plantes intelligentes qui s'adaptent à des sols salés. Il faut avoir des plantes intelligentes qui s'adaptent à des sols de climat aride. C'est là où je dis que la génétique avait fait des progrès considérables qui ont été anéantis par Monsanto parce qu'ils n'ont pas utilisé l'éthique voulue là-dedans, parce que c'était des approches qui étaient des approches de gain, qui étaient des approches de vente de fertilisants, de pesticides. Donc, il faut revoir. C'est pour ça que la bonne gouvernance et l'éthique est à la base de tout, même de la science. Et là, on peut augmenter le nombre de terres arables.
On peut, par le progrès scientifique, le faire, mais il faut l'expliquer aux citoyens. Et il y a toujours des pseudo-scientifiques, des vendeurs d'illusions. Vous savez, Obama disait dans son discours de l'Union, loin de toute idéologie, il va falloir écouter les scientifiques. Même s'ils ont à nous dire des choses qui ne nous plaisent pas, surtout s'ils doivent nous dire des choses qui ne nous plaisent pas. Et on dit des choses qui ne plaisent pas, mais il faut les dire. Il y a dans la salle où j'ai fait des conférences, des hommes politiques et des femmes politiques. Et quand vous faites votre discours, ils vous disent « mais c'est magnifique, c'est formidable, c'est important, mais moi on m'appelle, je dois partir ». Et ils s'en vont, et ils ne restent pas jusqu'au bout. Qu'on change d'hommes politiques, qu'on change de femmes politiques, ce n'est pas de ces gens dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est de gens responsables. Et ces responsables, c'est des gens courageux. Et les gens courageux, c'est des gens qui ne pensent pas à la prochaine élection. Ils viennent, ils font leur devoir et ils s'en vont. Et ça a un lien direct avec les terres arables dont on a besoin. C'est-à-dire, si on veut augmenter les terres arables, si on veut nourrir le monde, il faut changer de système d'agriculture, mais aussi de système politique et économique. C'est une évidence. Alors oui, c'est-à-dire le très moderne et le très ancien. Oui, mais avant, je vais dire une chose. L'urbanisation grignote des terres. Tant qu'on tiendra, qu'on ne sanctuarisera pas des terres, comme on a sanctuarisé des plages, on ne s'en sortira pas. Parce que le prix du mètre carré de béton est 10 000, 100 000 fois, selon les endroits, plus cher que le prix de la terre arable. Donc là, plus de profit à ce niveau-là. Il faut donner un prix à la terre arable qui permette d'être équivalent à celui du béton. Ça me semble très important. Oui, les progrès du big data, par exemple, va être très important. Parce qu'on récolte tellement de données qu'on ne va plus avoir besoin de cartographier les sols. On va avoir des données sur les sols qui vont pouvoir nous donner, par l'analyse, ce dont un sol va avoir besoin plus qu'un autre. Donc là, on va sauver des terres. La modernité va être importante. Mais la modernité va nous permettre aussi, par exemple pour des drones, d'avoir une idée de la dégradation ou de la restauration d'un environnement. Mais cette modernité, cette digitalisation va nous permettre d'avoir un accès au marché plus rapide, va permettre d'avoir une information plus rapide sur les méfaits d'un climat à un endroit, ou l'avancée d'un breakout, c'est-à-dire d'une épidémie. Ça va nous permettre de voir les choses plus vite, de prendre des décisions plus vite. Mais en même temps, il faut revenir et voir ce que les ancêtres faisaient. Parce qu'avant, moi je voyais, quand je travaillais en Afrique, j'étais assis sous un manguier, je me reposais, je travaillais sur des puits, et je vois un paysan africain qui est arrivé avec sa daba sur l'épaule, et il a tapé sur la terre, il a pris des mottes de terre, il a pris les mottes, il les a cassées, il les a respirées, il les a regardées, et il a hoché la tête. La terre était bien. C'était le moment de cultiver, d'emblaver la terre. Quand vous allez en France, par exemple, vous ne voyez plus un seul paysan faire ça. Européen ne réagit pas comme ce paysan avec sa daba. Il fait appel à un technicien qui fait 4 prélèvements au bord, il dit « vous manquez de
calcium, il faut rajouter du calcium. Il ne se baisse plus pour regarder sa terre. Et pour faire quelques économies, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son tracteur et il est plus simple de descendre le long de la pente. Donc, il fait des sillons dans le sens de la pente. Dès qu'il va pleuvoir, tout ce qu'il aura emblavé, vous allez le retrouver sur la route. Vous voulez passer sur les routes des campagnes françaises, vous ne pouvez plus. Parce que chaque sillon est devenu une rigole. Et une partie de la terre est sur le macadam. Il y a là à repenser notre agriculture. Il y a là à rééduquer les gens sur ce qu'est le sol. Une de mes discussions avec Pisani, à la suite d'une rencontre au Salon de l'Agriculture. J'avais fait une conférence, il est venu vers moi, il m'a dit « Est-ce que vous êtes prêts à ce que tous les deux nous fassions un débat devant 2000 personnes à la Défense ?» J'ai dit oui. Et puis il a eu, dans les mois qui ont suivi, un problème cardiaque et puis il n'a plus pu. Mais j'ai dit à Pisani, vous avez fait une grave erreur. Vous avez séparé l'enseignement agronomique de l'enseignement tout court. Vous avez séparé la recherche, qui n'était même pas de la recherche, l'enseignement agronomique de l'université française où se fait la recherche. Vous avez créé des stations parce qu'il fallait faire des expériences dans des campagnes, loin des universités. Et quand le progrès génétique est arrivé, quand les progrès de la géochimie extraordinaires sont arrivés, de la connaissance des sols, les gens n'étaient pas au courant de ça, parce qu'ils n'étaient pas dans l'université. Et d'avoir créé un enseignement agricole propre n'était pas la meilleure des choses. Il fallait le créer au sein de l'université française. Et il m'a dit, vous avez raison, j'ai fait des erreurs. C'était un homme politique extraordinaire. Et je me suis toujours dit, si des gens politiques pouvaient, comme lui, comme nous faisons, nous les scientifiques, en disant, nous nous sommes trompés. Moi, ma première publication, c'est, contrairement à ce qu'a dit Naon en 1970, je me suis dédié parce que je m'étais trompé. Donc il faut, quand on est homme politique, on ne veut jamais se tromper. C'est une erreur, il faut dire, je me suis trompé. J'ai fait une erreur, je ne me présente pas, je ne présente plus. Ou alors, je me présente et voilà, je ferai ça, mais on ne peut pas dire j'ai un programme, parce que les systèmes sont complexes. Rien n'est linéaire dans la vie. Tout a des bifurcations. Tout a des bifurcations. Donc avoir un programme politique, c'est être linéaire. Et vous avez des bifurcations auxquelles vous ne vous attendez pas. Voilà. Et donc, c'est ça le sol arable. Si on veut le sauver, c'est se mettre ensemble. C'est la complexité, c'est essayer de comprendre le système complexe. C'est sortir des voies et des tuyaux d'orgue d'Auguste Comte, qui a 2 siècles. C'est d'arrêter le système d'une économie uniquement basée sur le PIB, qui a 90 ans, le PIB. C'est changer ces vieilles méthodes par le progrès d'aujourd'hui, en essayant de comprendre la sagesse d'hier. Pas du tout. L'essentiel des terres, des réserves de terres arables est en Afrique. Ces terres ne sont pas les plus riches, donc n'ont pas suffisamment de nutriments pour nourrir. Il faudra les fertiliser. C'est une évidence. Vous savez, je lisais les vieux explorateurs qui arrivaient en Afrique, qui voyaient ces forêts tropicales et qui disaient « Oh, mais le sol doit être riche pour avoir des forêts comme ça. » Et quand on a creusé ces sols, on n'a jamais connu de sol aussi pauvre, mais très argileux. Donc l'argile, c'est la richesse du sol. Et comment on a des forêts aussi fortes sans nutriments? Moi, ça a été la question que je me suis posée en arrivant en Afrique.
J'avais 22 ans. Je ne connaissais pas, je n'avais rien appris sur les latérites, sur les sols africains. Alors j'ai observé. Et j'ai vu qu'il y avait plein de termitières partout. Et je me suis dit, eh ben, je vais commencer par regarder ce que sont les termitières, en bon géologue que je suis. Et j'ai vu que sur les termitières, il y avait des tas de petits points blancs, qui étaient des feldspaths qui n'étaient pas altérés encore. Donc il y avait plein de nutriments. Les termites allaient jusqu'à 20 mètres en profondeur, jusqu'à la nappe, jusqu'à la roche altérée, remonter l'humidité pour cimenter leur termitière, et en même temps, elles remontaient tous ces petits minéraux inaltérés. Et avec la pluie, ces termitières répandaient ces minéraux inaltérés sur les topsoils en surface. Et c'est eux qui livraient les éléments. Ça, c'est un système complexe qui n'a jamais été publié, qui n'a jamais été dit et que je vous dis et que je vous livre. Donc la vie dans le sol, c'est elle qui permet la vie sur le sol. Et il faut la préserver. Et c'est vrai que les terres agricoles africaines, ce sont des vraies réserves. Sans connaissance et sans bonne gouvernance, parce qu'aujourd'hui, c'est entre 100 millions d'hectares et 200 millions d'hectares de terres qu'on appelle le land grabbing, qui sont louées à d'autres pays. Vous prenez la Chine, elle loue des terres, et il n'y a pas un grain qui revient à l'Africain. Tout part en Chine. Mais qui permet ça? Ceux qui tiennent les rênes des gouvernements. Ça, c'est de la bad governance. Il faut arrêter ça. Il faut dire les terres appartiennent aux Africains. Vous voulez nous donner un coup de main pour les utiliser? D'accord. Mais l'essentiel du rendement va revenir à l'Africain. Je viens d'écrire un roman qui va sortir. J'étais étonné d'une chose. En travaillant dessus, j'ai découvert le problème des révoltes des gens du Sahel. J'ai découvert pourquoi et comment ces révoltes sont nées. Et la colonisation n'a pas été bien brillante là-dessus. On a détruit des sols du Sahel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces sols du Sahel se sont bâtis sur des anciennes dunes d'un grand Sahara pendant la dernière glaciation. Et quand vous aplanissez ces sols pour planter de l'arachide, pour fournir des matières grasses manquantes après la dernière guerre à l'Europe, vous créez un problème irréversible, parce qu'à nouveau les sables se mettent en marche et le Sahara s'agrandit sur ses marges. Les agriculteurs n'ont plus de pâturage, ils descendent plus bas pour faire pâturer leurs bêtes. Ils rencontrent les agriculteurs, c'est des bagarres. Les gouvernements en place, qui ont un cru démographique énorme, ont besoin d'agriculture pour nourrir les gens. Et donc, les gouvernants leur donnent raison. C'est l'histoire d'Abel et de Caïn. Et le mouvement Peul, islamiste, est né de ça.